Il est minuit 30 ici à Paris et à Bujumbura, 22h30 en temps universel. Afrique Soir présenté par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, le Burundi dans le collimateur des Nations Unies. L'organisation met en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme dans ce pays depuis avril 2015. À la une également, l'avenir judiciaire de Blaise Compaoré, mis en accusation par l'Assemblée de la Transition pour haute trahison. L'ancien président burkinabé ne sera pas poursuivi par la justice. Explication à suivre. Et puis, la colère des étudiants sud-africains. Ils protestent contre l'augmentation des frais universitaires. Le mouvement dure depuis 2 semaines avec des affrontements parfois violents. Le président Jacob Zuma appelle au calme. La réponse des grands argentiers africains aux critiques formulées contre le franc CFA, cette monnaie utilisée par une quinzaine de pays, n'est pas en crise, nous dira le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. À suivre également, juste après le journal, l'invité de la rédaction, Xavier Garnier, professeur en littérature comparée à l'Université Paris 3 et membre du comité scientifique d'un colloque consacré au renouveau des littératures en langues vernaculaires africaines. Oui, une commission d'enquête sur le Burundi. La résolution a été votée ce vendredi après-midi par le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme. Cette commission d'enquête a 1 an pour identifier les auteurs de violences, faire des propositions pour que les responsables répondent de leurs actes. Les précisions d'Anne Kantner. 19 voix pour, 7 contre. La résolution proposée par l'Union européenne est largement adoptée. Il y aura donc bien une commission d'enquête indépendante sur le Burundi. Le gouvernement y voit le fruit de pression de la part des Européens sur les membres du Conseil pour les droits de l'homme. En témoignent, selon Bujumbura, la répartition des votes et les abstentions, 21 en tout. La plupart des pays africains, par exemple, ont préféré ne pas se prononcer. Pour les autorités burundaises, cela signifie que la résolution n'est pas vraiment soutenue. Mais pour plusieurs défenseurs des droits de l'homme, c'est au contraire une sorte de désaveu pour Bujumbura. Les pays africains auraient pu bloquer le projet, ils ne l'ont pas fait. La commission d'enquête internationale dispose d'un mandat d'1 an, au terme duquel elle devra présenter un rapport devant l'Assemblée générale des Nations unies. 2 points d'étape sont prévus d'ici là, en mars et en juin prochain. L'ONU exhorte le gouvernement burundais à collaborer avec les commissaires. Selon un journal en ligne proche du pouvoir, ce ne sera pas le cas. Ce journal affirme que Bujumbura va rejeter le texte. Mais pour l'instant, les autorités burundaises n'ont pas donné de réponse officielle. Une précision signée Anne Kantner. L'ONU décidément très mobilisée sur les grands dossiers du continent. La République démocratique du Congo placée sous surveillance par les Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme a adopté ce vendredi une résolution en ce sens. Cédric Sapé, chargé de communication, explique qu'avec cette décision, le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme a voulu marquer l'importance, la nécessité de garder un œil sur la situation qui prévaut dans le pays. Ça se traduit par le fait que le haut-commissaire ou alors des experts des droits de l'homme se rendront régulièrement sur place. Également, la collaboration qu'on a avec nos éléments qui sont engagés au sein de la mission de l'ONU au Congo, donc la MONUSCO, et donc de documenter plus régulièrement la situation, ce qui permet aussi, donc, si la situation venait à empirer, au Conseil de prendre une décision un peu plus forte envers la situation, soit en décidant de créer une commission d'enquête, par exemple, ou de créer un mandat d'expert indépendant, par exemple, également. Voilà, Cédric Sapé, chargé de communication au Conseil des droits de l'homme. Je rappelle qu'après une semaine d'interruption, le dialogue national a repris très brièvement ce matin à Kinshasa. En l'absence du président de la commission électorale, l'audience a été rapidement levée. La vraie reprise est reportée à demain matin. Les délégués au dialogue national ont décidé d'engager des négociations directes en vue de la signature d'un accord. J'ajoute que ce dialogue voulu par le chef de l'État est censé préparer les prochaines élections, mais il est boycotté par les principaux mouvements de l'opposition. En République démocratique du Congo, toujours plusieurs rotations d'un avion gros porteur transportant des troupes et du matériel militaire ont été signalées sur l'aéroport de Kananga, dans le Kasaï central, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'aéroport de Kananga avait été le théâtre d'affrontements meurtriers la semaine dernière entre miliciens d'un chef coutumier mort au mois d'août et forces de sécurité. Ce vendredi matin, les FARDC ont investi la localité sans combattre. Dans l'actualité également, au Gabon, un proche de l'opposant Jean Ping remis en liberté provisoire ce vendredi. Féfé Onanga, président de l'association Mouvement populaire des radicaux, le MPR, avait été arrêté à Port-Gentil le 23 septembre.
coordonnateur de la campagne de Jean Ping à Port-Gentil. Il était accusé d'incitation à la violence. Il a été libéré ce vendredi matin, mais son dossier a été renvoyé devant un juge d'instruction. Fefe Onanga dit avoir été détenu pour des motifs politiques. Il se décrit comme un bouc émissaire et demande des preuves des accusations dont il fait l'objet. Moi j'attends la preuve, c'est-à-dire que s'il y a un témoin à charge, si vous avez des éléments sonores, si vous avez des photos qui justifient que j'ai tenu une réunion, j'étais là au devant des événements en train de dire les gens cassés, brûlés. C'est de manière spontanée que les gens ici réagissent. Il n'y a pas quelqu'un qui les incite à cela. C'est juste des rumeurs. On m'arrête tout à cela. Des supputations. Je suis toujours poursuivi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si les gens portent gentil de manière spontanée peuvent se soulever, ou peuvent dire non pour quelque chose, ça me retombera au dos. C'est des cabales politiques. C'est pour empêcher de faire entendre la voix de Jean Ping au niveau de l'Ogooué maritime. C'est la mobilisation que je fais. Je suis très gênant. Moi, je suis un cabri mort. J'ai peur de rien et rien ne me fera reculer. J'ai dit à M. Jean Ping, s'il avance, nous avançons. C'est clair. Nous irons jusqu'au bout de sa logique. Je ne vais pas enfreindre à la loi. Et moi, je ne me laisserai pas intimider. Fefe Onanga, coordonnateur de la campagne de l'opposant Jean Ping, joint par Sébastien Nemeth. Il était dans le collimateur de la justice pour avoir tenté de modifier la Constitution et pourtant, Blaise Compaoré, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, ne pourra pas être poursuivi devant la Haute Cour. C'est le procureur auprès de cette institution qui l'a annoncé lui-même. Pour rappel, l'ex-président burkinabé avait été mis en accusation par les députés sous la transition pour haute trahison et attentat à la Constitution. C'était en 2014. Mais aujourd'hui, les différents textes du pays ne donnent pas les éléments nécessaires au juge pour lui permettre de statuer sur le cas Blaise Compaoré. À Ouagadougou, les précisions de Yaya Boudani. Mise en accusation par les députés sous la transition pour haute trahison et attentat à la Constitution, le procureur près la Haute Cour de justice explique que les éléments constitutifs de ces deux infractions ne sont définis ni dans l'actuelle Constitution ni dans le code pénal au Burkina Faso. Du coup, cette haute cour se retrouve face à une insuffisance de la législation nationale quant au cas de l'ex-président burkinabé. Mais il reste une infraction pour laquelle il pourrait être poursuivi, c'est celle de détournement de fonds publics. Encore faut-il que l'Assemblée nationale vote à la majorité des 4/5 des députés une résolution le mettant en accusation. Toute chose qui serait difficile à obtenir au regard de la configuration actuelle de l'Assemblée. Par ailleurs, Blaise Compaoré reste inculpé en qualité de ministre de la Défense nationale avec 28 autres ministres de son dernier gouvernement pour avoir autorisé l'usage d'armes contre les manifestants en octobre 2014, selon le procureur Armand Ouedraogo. Yaya Boudani, Ouagadougou. RFI. 22h38 à Bamako, au Mali. Après les soubresauts des dernières semaines, le calme semble régner depuis plusieurs jours à Kidal. Des discussions sont censées être réinitiées. Les combats entre les ex-rebelles de la CMA et les combattants de la plateforme pro-Bamako avaient repris en juillet en dépit de la signature d'un accord de paix en juin 2015. Dans ce contexte, les ex-rebelles de la CMA ont adressé aux différentes commissions mixtes créées par l'accord de paix, à la mission des Nations Unies dans le pays ainsi qu'à la force française Barkhane, un rapport accusant les combattants de la plateforme d'exactions commises ces dernières semaines. On fait le point avec David Bachet. C'est une liste détaillée de 63 exactions que la CMA prétend avoir documentées. Des noms de victimes, des localités et des dates, ainsi que des descriptions. Coups de crosse, pillages, enlèvements, actes de torture ou encore exécutions. Des exactions attribuées par les ex-rebelles à la plateforme des groupes armés pro-Bamako et plus précisément au Gatia. L'appartenance de combattants du Gatia à l'armée malienne est une nouvelle fois pointée. Le Gatia dément catégoriquement toutes ces accusations. Un chef de ce groupe armé qualifie les affrontements survenus cet été puis au mois de septembre d'événements malheureux provoqués au contraire par la mort de 2 combattants du Gatia. La section droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, qui a déjà produit un rapport interne toujours confidentiel sur les exactions commises durant l'été, assure qu'une enquête est en cours pour vérifier ces nouvelles allégations. Il est vrai que le Gatia commet des abus des droits de l'homme, affirme un cadre de la section onusienne, y compris des assassinats, mais pas tout ce qu'on leur attribue.
Il y a aussi des allégations contre la CMA, poursuit cette source, mais à une moindre échelle. David Bachet, à retenir également dans l'actualité de ce vendredi, cette alerte d'un haut responsable de l'ONU. Sans un soutien accru des pays donateurs, la région touchée par l'insurrection du groupe djihadiste nigérien Boko Haram pourrait devenir la pire crise humanitaire que le monde ait connue. Plus de 9 millions de personnes ont désespérément besoin d'aide dans la région du lac Tchad, touchée par l'insurrection islamiste de Boko Haram, a déclaré le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Toby Lanzer. Environ 65 000 personnes vivent dans une situation semblable à la famine dans cette région, a-t-il souligné. Ce haut responsable a dit avoir été témoin des pires souffrances qu'il ait jamais vues. J'ai travaillé au Darfour, a déclaré M. Lanzer, en référence à cette région soudanaise ravagée par la guerre. L'échelle et l'ampleur des souffrances que j'ai vues au Nigeria sont sans comparaison, selon mon expérience. Fin de citation. Et comme en écho à cette alerte de l'ONU, l'armée nigérienne a publié ce vendredi un bilan de la lutte contre les djihadistes qui sévissent dans la région. Dans un communiqué, l'armée nigérienne indique que 14 soldats nigériens et 123 terroristes ont été tués lors d'une vaste opération de ratissage. Opération menée depuis début juillet par les militaires du Niger et du Tchad dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger. La colère des étudiants en Afrique du Sud à présent. Depuis 2 semaines, ils multiplient les manifestations pour protester contre une augmentation des frais universitaires. Des manifestations qui ont parfois dégénéré avec des affrontements violents sur plusieurs campus du pays cette semaine. Ce matin, le président Jacob Zuma s'est adressé aux étudiants. Il a lancé un appel au calme à Johannesburg. Le reportage d'Alexandra Branjon. Plus d'une dizaine d'universités sur les 27 que compte le pays sont fermées depuis le début de la semaine. Johannesburg, Pretoria, le Cap, Rhodes, les étudiants refusent toute augmentation des frais scolaires autorisés par le gouvernement et ont bloqué l'accès à plusieurs campus. Ils demandent une éducation gratuite pour tous. Shaira Akala, une des leaders étudiantes. Les étudiants ne manifestent pas pour une baisse des frais universitaires, mais contre un système violent qui exclut les plus pauvres. Et c'est pour cela que l'appel pour une éducation gratuite, qui d'ailleurs n'est pas une demande nouvelle et pour laquelle nous avons attendu 1 an avant d'avoir une réponse, est si important. Et c'est pour ça que les universités à travers le pays sont en train de fermer. Il rappelle que l'éducation gratuite est une promesse de l'ANC quand le parti est arrivé au pouvoir il y a 20 ans, une promesse réitérée par Jacob Zuma avant son élection à la présidence. L'année dernière déjà, face à la contestation, le gouvernement avait cédé et annulé toute hausse. Mais cette fois-ci, le mouvement étudiant s'est durci. Des violences ont éclaté sur plusieurs campus. Plus d'une dizaine d'étudiants a été arrêtés pour destruction. Et à plusieurs occasions, la police a répliqué en tirant des balles en caoutchouc. Le président Zuma a appelé au calme, tout en demandant à ses ministres chargés de la sécurité de mettre fin à la violence sur les campus. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. Les ministres des Finances de la zone franc et les gouverneurs des banques d'Afrique centrale et de l'Ouest réunis ce vendredi à Paris autour du ministre français des Finances, comme ils le font 2 fois par an. Et cette fois, les grands argentiers africains ont défendu bec et ongle le franc CFA. Ils ont surtout réagi avec véhémence à la charge du secrétaire général adjoint des Nations Unies. Avant-hier, Carlos Lopez a en effet critiqué cette monnaie commune à 15 États africains, monnaie qui constitue selon lui un mécanisme désuet et inadapté. Mais pour le gouvernement de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, Lucas Abagan Chama, eh bien, l'arrimage du CFA à l'euro, parfois critiqué, est un avantage. Un avantage qui permet de contenir l'inflation et de mieux résister aux crises, nous explique Lucas Abagan Chama. La crise actuelle n'est pas une crise monétaire, c'est une crise qui provient des chocs exogènes qui impactent nos économies. Les cours des matières premières, notamment le pétrole, impactent négativement sur nos économies. La monnaie est stable, donc je crois que ce n'est pas le franc CFA qui est en crise. Quand vous regardez bien, le taux d'inflation dans certains pays atteint 30%, 17 à 30%. Ils ne sont pas dans le CFA. Des pays, par exemple, exportateurs du pétrole, comme ceux membres de la CEMAC. Donc là-bas, c'est beaucoup plus dur. En parlant de l'inflation, on veut dire que nous maintenons le pouvoir d'achat malgré la crise. Les autres pays qui sont aussi exportateurs du pétrole, l'impact est beaucoup plus important. L'arrimage du franc CFA à l'euro relève de la volonté politique des États qui ont décidé de l'arrimer à l'euro. L'énergie a une monnaie, l'Angola a une monnaie, et on voit les conséquences face à la même crise. La CEMAC est arrimée au change fixe. La CEMAC exporte du pétrole, la CEMAC subit la crise, les effets sont moins importants que dans d'autres pays où aujourd'hui l'inflation a explosé. Donc c'est quand même un avantage.
Lucas Abagan-Chama, gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, au micro de Nicolas Champeau. Et puis en bref, l'agriculture au centre des négociations de la COP22 qui se déroulera à Marrakech du 7 au 18 novembre. En tout cas, le Maroc s'y prépare. Les autorités du Royaume ont accueilli hier et aujourd'hui une vingtaine de ministres africains, des représentants d'institutions internationales et des scientifiques. L'objectif de cette rencontre, je cite, fédérer l'ensemble des parties prenantes du développement agricole et de la lutte contre le réchauffement climatique autour de l'initiative Triple A lancée par Rabat en mai dernier. Une initiative qui vise à améliorer le financement des projets de lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en développement. Rappelons par ailleurs que l'un des principaux enjeux de la COP22 sera la ratification de l'accord de Paris, accord signé l'an dernier par 195 pays. RFI, minuit, bientôt 46 minutes ici à Paris, Afrique Soir, à suivre le journal des sports avec Philippe Zigraf. Ce sera tout à l'heure les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez comme d'habitude. Mais d'abord, l'invité de la rédaction. Et Facebook lance sa version en Peul, preuve, nous dit-on, du dynamisme des langues africaines. Pourtant, les livres dans ces langues, comme le Swahili, le Hausa, le Wolof, entre autres, restent mal connus et mal diffusés. Un colloque de l'INALCO intitulé « Littératures africaines, production, diffusion, réception » se tient jusqu'à demain soir à Paris. À cette occasion, une encyclopédie en ligne qui recense des écrits et leur donne de la visibilité a été lancée. Pour en parler, Xavier Garnier, professeur en littérature comparée à l'Université Paris 3 et membre du comité scientifique de ce colloque. Xavier Garnier, invité de la rédaction, répond aux questions de Charlotte Hydrac. Bonjour Xavier Garnier. Bonjour. Quand on parle littérature africaine, on pense plus souvent aux écrits dans la langue des ex-puissances coloniales, donc anglais ou français notamment. Il y a donc celles en langues africaines locales qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins visibles. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ces langues sont plus celles de l'oral que de l'écrit ? Beaucoup des langues africaines sont en tout cas associées à un imaginaire de l'oralité. Ça s'est fait en grande partie à l'époque coloniale où la colonisation qui a eu comme arme l'écriture a bien volontiers entretenu l'idée que les langues africaines n'étaient pas faites pour l'écrit, n'étaient pas faites pour la littérature. Quand est-ce que ça a changé ça alors ? Historiquement, à partir du XIIIe siècle, il y avait des textes écrits dans les langues africaines. Les premiers textes sont des manuscrits qui se sont écrits avec des caractères arabes dans les zones de contact. Par exemple au Sahel, on connaît l'importance de Tombouctou. Et puis le deuxième moment où ces littératures écrites en langues africaines ont émergé, c'est au tout début de la colonisation, dans le bagage des missionnaires qui avaient comme préoccupation première de convertir les populations et donc de traduire les Bibles. Et les langues ont été préparées pour l'écrit, pour l'impression. Elles ont été, comme on le dit souvent dans le vocabulaire un peu scientifique, standardisées. Est-ce qu'il y a des langues en particulier qui font le plus l'objet d'écrits que d'autres ? Oui, alors les langues qui ont été le plus facilement récupérées, alors maintenant dans la période récente pour propulser des littératures, sont en partie des langues qui sont dans l'héritage de cette tradition manuscrite. Par exemple, une des grandes langues véhiculaires de l'Afrique de l'Est, qui est le Kiswahili, a une littérature adjami, donc manuscrite très ancienne, et en même temps, c'est un des grands foyers d'émergence d'une littérature moderne, roman, depuis les années 60, le théâtre, la poésie. On peut considérer qu'il y a actuellement un renouveau des littératures en langues africaines complètement contemporaines. Au Sénégal, par exemple, il y a un des écrivains importants sénégalais qui a commencé à écrire en langue française, qui s'appelle Boubacar Boris Diop, qui s'est donné comme mission de développer la littérature en langue wolof, de la faire connaître, d'installer institutionnellement la production, la transmission de cette littérature et de la rendre vraiment visible. Mais ce renouveau, ce dynamisme dont vous parlez, il est porté par du militantisme presque. C'est souvent le cas. Un cas finalement où il a été longtemps difficile de faire du militantisme pour des littératures en langues africaines et souvent les écrivains les plus engagés, au contraire, s'emparaient de la langue coloniale, c'est l'Afrique australe. Alors notamment en Afrique du Sud, au moment du régime de l'apartheid, où il y avait des Bantoustans, on a presque organisé, par un effet ghetto d'une certaine façon, le développement des littératures en langues africaines. Donc cela, à ce moment-là, écrire dans les langues africaines, c'était d'une certaine façon se plier au contrôle. Et puis dans d'autres contextes, et c'est souvent le contexte de l'espace francophone, où là, où tout le monde devait parler en français, là, effectivement, le renouveau des langues africaines
fait partie d'une sorte de combat alors contre l'hégémonie culturelle ou ce qui reste une sorte d'hégémonie culturelle associée à la langue. Un autre grand écrivain qui est un initiateur au Kenya, c'est ça, c'est un écrivain qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o qui lui aussi à la fin des années 70 a pris la décision de ne plus écrire qu'en kikuyu pour des raisons militantes suite à un séjour en prison. C'était vraiment une volonté de rendre la fierté aux kikuyu de parler cette langue-là. Donc il y a une production, on l'a bien compris, il y a même le renouveau de cette production. Maintenant pour la diffusion, qu'est-ce qui bloque ? Alors il peut y avoir des maisons d'édition très précaires qui sont liées à des associations militantes, mais ça reste à petite échelle. Ce qui manque beaucoup, c'est encore la prise de conscience dans les milieux éditoriaux de l'importance de soutenir une littérature dans ces langues. C'est pour ça que le fait que ce soit des écrivains reconnus, comme Boubacar Boris Diop dont je viens de parler, comme Ngugi wa Thiong'o, c'est des actes très décisifs. Parce que dans la mesure où ils sont déjà mondialement connus, quand ils écrivent une œuvre en Wolof, quand ils écrivent une œuvre en Kikuyu, le monde éditorial n'attend qu'une chose, veut savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, effectivement, on trouve des traducteurs. Et on voit bien que pour ces littératures en langues africaines, c'est vital. Si on veut qu'elles ne restent pas des langues ghettoisées, ethniques, du repli identitaire, par exemple. Et sur les thèmes, est-ce qu'il y a des thèmes qui ressortent, qui reviennent régulièrement ? C'est des littératures qui ont une préoccupation politique forte, en général. Alors, les grands enjeux de la mondialisation, de la prédation d'un continent, le fait de se sentir dépossédé de son destin, est une ligne de fond qui traverse le continent. Par exemple, écrire en Wolof ne veut pas dire ne pas pouvoir être compris au fin fond du Nigeria. Exactement. Et ça ne veut pas dire qu'effectivement, on ne peut être compris, pas seulement au niveau linguistique, mais au niveau de mes préoccupations, etc., que par les Wolofs. Tous ces écrivains-là, tout autant que ceux qui écrivent dans les langues européennes, mais quelquefois même de façon encore plus aiguë, ont des préoccupations mondiales. Merci Xavier Garnier. Xavier Garnier, professeur en littérature comparée à l'Université Paris 3, répondait aux questions de Charlotte Hydrac. Minuit 51 à Paris, à suivre le journal des sports avec Philippe Zigraf. Football, tennis et cyclisme dans le journal des sports. On commence par le Tour de Côte d'Ivoire cycliste, Philippe Zigraf. Le 23e Tour de Côte d'Ivoire cycliste a pris fin sur un succès total du Maroc. 5 victoires d'étape sur 7. Les 2 premières places du classement général, c'est Morcine El Kouraji, 19 ans, qui a gagné. Première place dans tous les classements, jeunes par points, par équipe. Il n'y avait pas grand-chose à faire contre ce Maroc bien préparé, qui sortait des Jeux Olympiques et qui avait fait de ce Tour de la réconciliation, comme on l'appelle aussi, une étape sur sa préparation pour le mondial au Qatar. Mais les Marocains n'ont pas gagné la 7e et dernière étape ce vendredi, près de 100 km entre Daloa et Bouaflé. C'est Abou Sanogo qui l'a emporté au sprint devant El Mehdi Chokri et le Burkinabé Seydou Bamogo. Les Ivoiriens ont donc gagné les 2 étapes qui ont échappé aux Marocains. Sanogo donc et Isiaka Cissé dans le contre-la-montre individuel. Cissé qui termine d'ailleurs 3e du classement général du Tour, derrière les Marocains El Kouraji et Chokri. L'Ivoirien pointe à 1 minute 33 secondes du vainqueur. Pourtant, le bilan des 2 formations ivoiriennes engagées ne satisfait pas vraiment le directeur technique national Coco Alla. À part si c'est Abou et puis à un degré moins de Fofana, vraiment le reste là, je les encourage, mais c'est pas ça. C'est pas ce que j'attendais d'eux. Le niveau est bon, mais eux ils se sont rattrapés que vers la fin. Ces gens qui n'ont pas pu décoller, c'est l'expérience et la préparation qui a été très courte par rapport aux Marocains. Parce que c'est une très grande compétition comme ça, il faut vraiment la préparer avec tout le sérieux qui comporte. L'avenir se repose sur la jeunesse, il faut renouveler l'équipe. Pas 100%, mais il faut recruter les jeunes, sinon l'avenir du cyclisme ivoirien est promoteur. Mais il faut recruter pour pouvoir former. Et on a la capacité de former. Kabou, je l'ai formé en 2014. Kabou a percé. Donc il faut recruter, prendre les jeunes, les former. Et là, ça peut démarrer. Propos recueillis par Emmanuel Kofi. Un coup d'œil sur les meilleurs de chaque pays. Le premier Camerounais, Clovis Kamzong, est 7e à 7 minutes 37 secondes du vainqueur. Premier Burkinabé, Seydou Bamogo, 8e à 7 minutes 45. Le premier Rwandais, Abraham Roumouriza, est 10e. Premier Malien, Yaya Diallo, 20e. Premier Congolais de RDC, Dieu merci, Matondo, il est 22e. Le premier coureur libyen, c'est Alaeddine Armoïda, il finit 33e. Prochain rendez-vous pour le cyclisme en Afrique, le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun le 12 octobre et puis le Tour du Faso du 27 octobre au 6 novembre prochain.
Le football avec le coup d'envoi ce vendredi de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Jordanie avec 3 sélections africaines, le Nigeria et le Ghana qui entreront en piste ce samedi et le Cameroun. Et ça commence plutôt mal pour les Camerounaises. Défaite 3-2 face au Canada, les bébés Lions comme on les appelle, ont encaissé un but dès la 3e minute. Elles ont pris l'avantage à la mi-temps 2-1 grâce à des buts de Soline Djoubi, leur capitaine, et de Claudia Daba. Mais les Canadiennes l'ont finalement emporté avec 2 buts inscrits en quelques minutes dans le dernier quart d'heure. Prochain adversaire pour le Cameroun, le Venezuela lundi prochain. Le Nigeria entamera donc sa compétition ce samedi face au Brésil, alors que le Ghana affrontera le Japon. Le football encore, dans une semaine, ce sera la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur de la Tunisie, Henri Kasperzak, a livré sa liste de 25 joueurs pour le match face à la Guinée, à Monastir. Retour du milieu de terrain Anis Ben Attira et de l'attaquant Fabien Camus. Et première convocation pour Nejmedine Darfous, qui avait joué pour les sélections de jeunes en Allemagne, et du jeune Issam Benremis de Lorient. On retrouve dans cette liste les valeurs sûres comme le gardien Maslouti, le défenseur Abdenour ou encore Ferjani Sassi, Wabi Kazri, Saber Khalifa et Hamdi Arbaoui. Le football en France, le premier match de la 8e journée de Ligue 1, derby breton, remporté par Rennes devant Guingamp, 1-0, but dans le temps additionnel du jeune français d'origine sénégalaise, Adama Diakabi. Il disputait seulement son 4e match en Ligue 1. Les Guingampais ont joué à 10 pendant 30 minutes après l'expulsion de l'international sénégalais Mustapha Diallo pour un 2e carton jaune. En tennis, les 2 Africains engagés dans les tournois ATP en Chine ont été éliminés en quart de finale. À Shenzhen, le Tunisien Malek Jaziri, 55e mondial, a été battu par Janko Tipsarevic en 2 manches, 7-6, 6-2. Le Serbe émarge au 224e rang à l'ATP, un classement qui s'explique par une longue absence sur blessure. Il avait fait partie du top 10 il y a quelques années. Les Serbes qui n'ont pas réussi aux Africains, puisqu'au tournoi de Chengdu, le Sud-Africain Kevin Anderson, 45e mondial, s'est fait éliminer en 2 manches, 6-3, 7-6 par Viktor Troicki, tête de série numéro 6 et 32e au classement ATP. Le journal des sports avec Philippe Zigraf, c'est la fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Bernard Najot, assisté de Guillaume Bédrane, à la réalisation Wafanour. Merci à toutes et à tous. À suivre les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Et puis dans 3 minutes environ, un nouveau journal sur la radio mondiale. Excellente nuit à l'écoute de RFI. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez à l'actualité de votre choix et vous nous avez notamment interpellé sur l'hommage rendu aux victimes du 28 septembre 2009 en Guinée. Vu le nombre de morts et vu que c'était vraiment une tragédie du jamais vu dans notre pays, je pense que cette date de 28 septembre mérite d'être commémorée, même si le 28 septembre est quand même la date du référendum de notre pays. Un événement peut vraiment inclure un autre. Des réactions également sur le verdict de la CPI, 9 ans de prison pour Al-Mahdi, reconnu coupable d'avoir détruit des mausolées à Tombouctou, au Mali. Le verdict 9 ans m'a paru pas suffisant, surtout que le criminel n'a pas été jugé pour les actes criminels, mais plutôt pour le fait qu'il a détruit les mausolées. C'est là où se situe mon incompréhension, parce qu'en réalité, dans le verdict, nulle part, on a parlé d'Al-Mahdi comme étant un terroriste ou comme étant un criminel. C'est-à-dire qu'ils ont toujours essayé de parler d'Al-Mahdi et d'indiquer effectivement qu'il était chef des Nesba, mais on n'indique pas qu'effectivement c'est un criminel et que c'était un terroriste. Cet aspect n'est pas sorti et il n'a pas été jugé pour ça. Et vous avez été très nombreux à souhaiter commenter le bras de fer au Gabon entre Jean Ping et Ali Bongo. Oui, Jean Ping a raison de refuser la métendue. Dans notre pays, on est habitué au dialogue. Il y a eu des accords de Paris, c'était un dialogue. La conférence nationale, c'était aussi un dialogue. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement? Rien du tout. Il y a toujours que le pays est chapeauté depuis 50 ans par le PDG et la famille Bongo. Et ça frustre le pays, qu'on soit PDGiste ou pas, qu'on soit de Jean Ping ou pas, il y a une espèce de ras-le-bol parce que le pays est chapeauté par une oligarchie qui est là, qui règne en maître absolu, c'est tout. La décision du chef de l'État est une décision sage parce que après avoir obtenu la majorité des suffrages des Gabonais, appeler l'opposition non seulement
au dialogue, mais également de faire partie du gouvernement est une très bonne chose. Il ne serait pas bon que nous arrivions à des extrémités comme celles que nous avons connues suite à l'annonce des résultats provisoires par la Sénat. Et on se retrouve lundi à 8h10 TU. Nous parlerons du Burkina Faso, une nouvelle constitution pour une 5e République, 33 9 693 693 70. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, UBiz News et Deezer.